Comprendre le bilan simplifié de son entreprise, c'est très important et c'est une thématique que l'on poursuit parce que déjà abordée la semaine dernière. Alors nous sommes en compagnie de M. Mathias Bazier. Bonjour M. Bazier. Bonjour Madame Ramat. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous avoir ce matin pour poursuivre avec cette thématique. Il faut rappeler que vous êtes économiste, gestionnaire, consultant, expert en technique de gestion. Alors, pour cette thématique, déjà, il était question de venir que c'est le but du Ça veut dire quoi? Que nous sommes dans une situation pour considérer que tout ce que l'entreprise possède provient de quelque chose. Ça ressort un peu du principe même de la comptabilité privée, ce qu'on appelle donc la partie double. Si vous apportez 1 million pour votre activité, c'est que ce million se trouve soit en banque, soit en caisse. Donc vous avez un avoir. En même temps, du côté du passif, vous avez ce qu'on appelle les dettes. Les dettes, c'est la dette que l'entreprise a vis-à-vis de ses propriétaires que vous êtes. C'est-à-dire vous qui avez apporté le million pour votre activité, ce million n'a plus rien à voir avec vos biens personnels, entre guillemets, puisque c'est pour votre activité que vous réalisez. Donc chaque fois, il y a cet équilibre qui est établi entre ce que l'on possède à un moment donné et ce que l'on doit, y compris les dettes de l'entreprise vis-à-vis de ses propriétaires. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Alors, pour poursuivre... Bon, vous avez aussi dans la détermination du résultat, pour aller un peu toujours, puisque vous avez résumé les 3 points. Oui, les 3 points, oui. Dans la détermination du résultat, il faut se situer donc à un deuxième temps. On est parti d'un point de départ où c'est équilibré. Dès le début, quand vous ouvrez, vous n'avez pas de bénéfice, vous n'avez pas de perte. Donc, il faut comprendre ce qui se passe entre 2 points successifs quand vous déterminez, par exemple, les éléments de votre bilan à la création et en fin d'exercice, généralement au 31 décembre. Qu'est-ce qui peut se passer? Si je reprends l'exemple initial où vous avez apporté 1 million à votre activité, admettons que
ce million, vous l'avez mis en caisse, vous avez un bilan qui est équilibré, vous allez avoir à l'actif comme avoir 1 million en caisse, au passif comme dette qui est le capital, c'est la dette de l'entreprise vis-à-vis de ses propriétaires, vous avez 1 million. Si vous prélevez 700 000 dans 1 million pour déposer en banque, vous allez vous retrouver à l'actif avec en caisse combien? 300 000. 300 000 en caisse, et en banque aussi, vous avez 700 000. Oui. Donc, vous n'avez rien changé, vous avez juste changé l'emplacement. Donc, votre capital reste le même. D'accord. Si vous enlevez dans ce que vous possédez en caisse pour payer, par exemple, une machine à calculer parce que vous en aurez besoin, admettons que ce soit 10 000, il va vous rester en caisse combien? 299 000. Voilà, 290 000. 290 000. Vous avez maintenant 3 éléments à l'actif. La machine qui vaut 10 000, la somme en caisse qui vaut 290 000 et la somme en banque qui vaut 700 000. Là aussi, vous avez 3 éléments à l'actif et vous avez un élément au passif. Vous n'avez réalisé ni bénéfice ni perte. Si vous achetez de la marchandise à crédit, admettons que vous voulez faire du commerce, le fournisseur a bien voulu mettre à votre disposition de la marchandise, vous allez venir payer par la suite. Vous allez vous retrouver par exemple avec 200 000 francs de marchandises. Voilà. Donc votre actif va augmenter de 200 000. Et du coup, vous aurez une dette envers les fournisseurs de 200 000. Donc votre total bilan sera de 1 200 000. Là aussi, vous n'avez réalisé ni bénéfice ni perte. Déjà, c'est pour établir la différence qu'il y a entre une dépense que l'on effectue et une charge. Parce qu'il y en a qui confondent dépense et charge. Quand vous payez une moto avec de l'argent, vous n'avez pas constaté une charge, puisque vous êtes d'accord que les 500 000 dont vous dépossédez pour acquérir la moto, c'est en termes de valeur, c'est la même chose. Vous avez transformé de la liquidité en moto. Donc, il n'y a ni bénéfice ni perte. Là, on parle de dépense. C'est une dépense. Maintenant, le bénéfice ou la perte va venir du déséquilibre qui sera créé lorsque on fait ces mouvements. Je donne un exemple simple. Vous avez acheté la même marchandise que vous avez achetée à 200 000 auprès du fournisseur. Nous prenons notre exemple. Admettons que vous ayez tout revendu à 300 000. Qu'est-ce qui va se passer? Votre actif va diminuer de 200 parce que la marchandise que vous avez achetée va partir. Et vous allez remplacer par la contrepartie. Si il a payé en espèces, vous aurez maintenant 300 000 en caisse que vous allez recevoir de la vente de la marchandise. Du coup, si vous faites le point, vous allez vous rendre compte que votre actif s'est accru de 100 000 parce que vous avez perdu 200 et vous avez reçu 300. Voilà. Et les 100 000, on va les mettre du côté du passif pour équilibrer ça, ce sera un bénéfice. Voilà, donc ce sont ces décalages qui justifient que lorsque on parle de bilan, on puisse se retrouver avec des écarts positifs. Alors, si c'est une dépense, vous dites vous avez payé impôt ou bien vous avez payé l'électricité sur la base de ce que vous avez en caisse ou en banque, vous n'avez rien en contrepartie. C'est-à-dire quand vous payez, ce n'est pas la même chose que de la marchandise que j'achète, je remplace. Donc là, ça peut creuser un trou dans votre actif. Du coup, l'équilibre que vous avez va être en négatif pour vous. Mais vous êtes d'accord de supporter cette charge. Cette fois-ci, c'est une charge. Parce que si vous supportez la charge, c'est parce que vous espérez que demain, vous allez vendre plus pour couvrir cette charge-là. Et là, pour pouvoir éponger et dépasser donc, le manque à gagner que vous avez fait. Donc, c'est vrai que c'est une technique, c'est pour voir le mécanisme, comment le résultat est constitué. Donc, quand il y a un déséquilibre entre les deux côtés, quand l'actif, les éléments que vous avez à l'actif, ce que vous possédez,
dépasse ce que vous devez, c'est un bénéfice. Et lorsque c'est l'inverse, quand vos éléments passifs dépassent en valeur les éléments actifs, ça c'est une perte qui vient. Alors, vous avez posé aussi, la dernière question, c'était de savoir si c'était obligatoire. C'est vrai. Ce n'est pas une contrainte, mais on se dit que quelque part, même quand on entreprend, même le petit commerçant, la petite vendeuse, tu fais ton petit calcul, tu cherches à savoir est-ce que c'est important que je m'asseye ici chaque jour, qu'est-ce que je gagne. Donc c'est cet exercice auquel on invite les gens. Vous ne pouvez pas travailler à vue pour le plaisir, c'est pas pour tuer le temps. Il faut au moins savoir qu'on ne perd pas. Le minimum c'est ça, même si c'est pour tuer le temps, au moins le minimum c'est d'être en équilibre. On ne perd, mais c'est pour dire que c'est assez important de savoir calculer son résultat à travers le bilan, mais c'est obligatoire pour certaines structures qui sont organisées, inscrites au registre du commerce, parce que l'État utilise le bilan comme moyen de preuve, un outil aussi pour le calcul des impôts en fin d'année. Donc, au 31 décembre, c'est la date d'inventaire qui permet d'établir les états financiers, le bilan, entre autres. Et c'est sur la base du bilan qu'on vous dira, bon, pour l'année qui écoulée, voici ce que vous devez payer. Voilà. Donc, ce n'est pas obligatoire pour tous, mais c'est nécessaire pour tous. Voilà. Oui, d'accord. Alors, pour poursuivre, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux postes que l'on retrouve au niveau du bilan? Alors, merci. Donc, pour faire plus détaillé, quand vous reprenez, je disais tantôt que le bilan comprenait deux parties, la partie gauche actif et la partie droite passif. Donc, on retrouve au niveau du bilan les éléments que vous possédez dans la durée, généralement les biens à utiliser sur plus d'une année que nous appelons les immobilisations. Une immobilisation, à ne pas confondre à immeuble, une immobilisation, même les meubles sur lesquels on installe sont des immobilisations, tout simplement parce que on peut bien les retrouver l'année prochaine. Ce n'est pas pour 2018 seulement. Alors, une immobilisation, mais qui peut prendre des formes assez diversifiées. Il y a ce que nous appelons les immobilisations corporelles. Donc, que l'on peut voir, que l'on peut toucher. C'est une immobilisation corporelle. Le bâtiment, c'est une immobilisation corporelle. Les machines, le matériel industriel, les véhicules, voilà, automobiles, sont des immobilisations corporelles qui peuvent se retrouver dans le bilan. À côté, nous avons les immobilisations incorporelles, bon, que l'on ne voit pas, qui ne sont pas identifiables ou touchés, par exemple. C'est le cas d'un logiciel. Le logiciel qui est là, voilà, dans le CD que vous avez, vous pouvez avoir de la musique, un film, mais vous pouvez avoir aussi un logiciel qui est gravé là-dessus. C'est pas la même valeur, parce que la musique, le film, vous pouvez l'acquérir à 500, mais l'autre, c'est des millions souvent. Donc, c'est pas le support que l'on voit qui importe, mais c'est la valeur cachée à l'intérieur qui importe. Et élément incorporel aussi, ça peut être ce que l'on appelle le fonds commercial. Fonds commercial. Bon, à nuancer avec le fonds de commerce des juristes. Le fonds commercial, c'est quoi? Vous voulez exploiter une activité qui existe. Admettons que vous voulez acheter un magasin. Le propriétaire du magasin peut vous vendre tout le magasin avec la marchandise qu'il y a, mais il va vous facturer plus. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé à fidéliser une clientèle, un savoir-faire dont vous allez bénéficier sans effort. Voilà, donc ce sont les éléments cachés, la clientèle est là, puisque vous n'aurez plus à faire la publicité pour faire venir. Donc là aussi, c'est des éléments. Ça a déjà été fait par justement celui auprès de qui vous allez acquérir. Tout à fait. Donc quand vous achetez, vous allez retrouver, donc on considère ce surplus comme un élément incorporel, une valeur cachée que vous reconnaissez et vous acceptez le prix en fonction donc, de tout ça. Voici donc les éléments, les immobilisations incorporelles. On a enfin une troisième catégorie d'immobilisation, ce qu'on appelle les immobilisations financières. Les immobilisations financières, c'est quoi? C'est quand vous achetez une action. Bon, on ne peut pas comparer une action à un bâtiment que l'on possède. C'est une richesse aussi que vous avez dans la durée. Ça a un caractère financier.
ou lorsque vous payez des cautions à certaines structures comme la structure d'électricité, d'eau, etc., etc. Donc, voici les 3 catégories d'immobilisation de biens durables. Okay. À côté, nous avons 3 autres sous-groupes de biens qui ne durent pas. C'est ce qu'on appelle par exemple les créances. Créances, quand vous avez vendu, quelqu'un vous doit. Ça aussi, c'est une richesse. Entre un objet que vous avez par devers vous n'avez pas vendu, et quand vous avez vendu, il y a une étape que vous avez franchie. Dans le premier cas, vous avez un élément de stock qui existe, mais vous avez aussi, il pouvait avoir à la place une créance. Il vaut mieux vendre, attendre le paiement que de ne pas vendre. Voilà. Donc, même si on vend encore, on n'a pas encore voilà, reçu. c'est une richesse, puisque vous avez une créance sur la personne. Donc, de toute façon, il paiera. Voilà. Donc, tout ce qui reste vous devoir pour une opération commerciale où vous avez prêté, comme par exemple les avances que l'on fait au personnel, etc. etc. Voilà. Et à côté encore, vous avez l'objet lui-même, le stock de marchandises que vous pouvez détenir. La marchandise, c'est le bien que vous achetez, vous revendez en l'état sans transformer. Vous avez aussi la matière première, qui est un bien que vous achetez pour destiné à être transformé. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle les stocks. Il y a aussi les biens que vous fabriquez, que vous n'avez pas encore vendus, qui sont toujours détenus en stock. C'est les stocks de produits finis. Donc, ce que nous appelons les valeurs d'exploitation. Tout ce que vous pouvez garder, mais qui vont disparaître au cours d'un cycle de production. Parce que quand vous achetez la marchandise, ce n'est pas pour les retrouver l'année prochaine. Donc, on ne peut pas les comparer aux biens durables comme les immobilisations. D'accord. Voilà, donc la 4e catégorie. Enfin, vous avez tout ce que l'on appelle les valeurs disponibles. C'est ce que vous avez comme argent en banque, dans la caisse, au CCP, dans la caisse populaire, comme vous voulez, c'est les valeurs disponibles. Voici donc, de façon simple, les éléments que l'on peut retrouver à l'actif du bilan. Maintenant, du côté du passif, vous avez en première position le capital. Le capital, c'est tout ce que les propriétaires de l'entreprise ont apporté pour sa création. Donc, c'est le capital initial, tout ce qu'il y a, même la richesse que vous créez, les bénéfices là, c'est pour vous aussi, ce qu'on appelle les capitaux propres, les ressources assimilées avec les réserves, etc. Les subventions dont vous pouvez bénéficier, c'est l'ensemble de ces éléments que vous retrouvez dans les capitaux propres. Et vous avez ensuite les emprunts. Les emprunts. Les emprunts à plus d'un an, c'est ce que nous appelons aussi les dettes financières. Donc, quand vous empruntez, que vous devez rembourser dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on retrouve cette catégorie qui est là. Et un peu plus bas, c'est le cadre du fournisseur tout à l'heure. Ça, c'est à payer généralement sur 3 mois. C'est les dettes d'exploitation. Il y a aussi ce qu'on doit à l'État, l'impôt. Il y a ce qu'on doit à la CNSS, etc. Pour les affiliations. Voilà. Et aussi des situations où on peut rester devoir à la banque. Nous appelons des crédits de trésorerie, par exemple, quand vous allez vous faire un découvert, des escomptes ou des crédits documentaires, etc., etc., qui terminent les éléments du passif. Voilà. Donc, les éléments les différents éléments que l'on pouvait donc retrouver au niveau de la structure du bilan. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un ordre de classement par rapport à ces différents postes-là? Oui. Alors, c'est de plus en plus, c'est-à-dire quand on prend un bilan classique, vous aurez remarqué que j'ai terminé ma présentation par à l'actif aussi par ce qu'il y a en caisse. Oui. Et j'ai commencé aussi par ce qui est plus solide. Donc, dans la présentation classique, on dira que les éléments de l'actif sont classés par ordre de liquidité croissante. Ça veut dire quoi? De l'élément le moins liquide, c'est-à-dire susceptible d'être transformé en argent, à l'élément le plus liquide. Ce qui fait que vous retrouvez, par exemple, dans la présentation du bilan, caisse en dernière position. Et même si on devrait suivre l'ordre, ça veut dire que si vous avez un avoir en banque, et de l'argent en caisse, on dira que ce que vous avez en caisse est plus liquide que ce que vous avez en banque. Parce qu'à minuit, si vous avez des problèmes, c'est plus facile de prendre en caisse. Voilà. Vous prenez aussi le cas des stocks de marchandises et de la créance. Lorsque vous avez besoin d'argent, c'est plus facile de réclamer auprès de la personne à qui vous avez vendu votre créance que de commencer, par exemple, à
à chercher à vous débarrasser de votre stock. Donc, l'élément le moins liquide peut être en première position, c'est le cas des immobilisations corporelles, incorporelles, comme les terrains et autres, et le plus liquide est à la fin. Maintenant, du côté du passif, c'est par ordre d'exigibilité croissante, c'est-à-dire de l'élément le moins exigible, c'est-à-dire ce que les propriétaires ont apporté, qui est le capital, et ce qu'on va vous réclamer dans un mois, dans 2 semaines, qui est en bas. Donc, on peut classer les éléments aussi de passif par ordre d'exigibilité croissante. Et quand on met capital en première position, c'est le dernier montant à rembourser. Quand on est pressé quelque part, vous n'allez pas, et en cas de difficulté, commencer à vous distribuer de l'argent, vous actionnaire, alors que vous devez à la banque, vous devez à l'État. Voilà. Donc, là aussi, on essaie de classifier par ordre d'exigibilité croissante. Voici dans la forme classique pour un bilan simplifié et l'ordre de classification. Mais est-ce que ces éléments-là sont obligatoires? On doit forcément les faire ressortir pour un bilan. Lesquels éléments? Tous ces éléments que vous venez de citer par rapport à l'actif, au passif, l'immobilisation. Ok. Oui, mais si ça existe. Si ça n'existe pas, vous n'allez pas en créer, vous passez à l'autre rubrique. Si vous travaillez, parce que vous êtes, pour être un prestataire de service, il y en a qui... Mais vous avez quand même un petit outil, même si vous travaillez avec le téléphone ou l'ordi, on peut se dire que quelque part. Mais il y en a, on peut concevoir une entreprise où vous n'avez même pas d'immobilisation. Voilà, vous rendez votre service à distance. Peut-être que si on ne considère pas le portable comme un outil de travail, un élément qui fait partie, donc on peut ne pas avoir tous les éléments. Mais au moins, vous avez toujours le minimum qu'il faut. J'ai commencé par exemple avec l'exemple de l'avoir en caisse, mais vous avez toujours au moins un élément à l'actif et un élément au passif. Donc tous ces éléments qui ont été cités, c'est pour, en cas de possibilité, qu'on puisse peut-être recourir à ça. Mais vous ne pouvez pas systématiquement ouvrir des postes pour un bilan simplifié et vous savez très bien que vous n'allez pas l'utiliser. Voilà. Les logiciels, par exemple, ce n'est pas donné à n'importe qui d'en avoir, donc vous ne pouvez pas ouvrir une rubrique de logiciel si vous savez que vous n'allez jamais utiliser ce poste-là. Donc chaque élément de bilan est à la taille de la structure aussi qui l'établit. D'accord. Et là, on parle certainement des grandes entreprises bien ficelées et tout, mais également, de temps en temps, on fait un clin d'œil à ces PME-là. C'est ce petit tablier qui est à côté, celui-là qui gère son petit kiosque à côté. Alors, c'est vrai que le bilan, il est nécessaire, peut-être pas obligatoire, surtout pour les grandes entreprises, mais nécessaire. Mais pour des structures comme un petit restaurant, le tablier et tout, qu'est-ce que lui, il peut peut-être faire? C'est vrai qu'il n'a pas à présenter ça à qui que ce soit, mais pour lui-même, sa propre avancée, c'est peut-être nécessaire de faire quelque chose aussi. Oui, il fait un bilan. Peut-être qu'il ne l'appelle pas il l'appelle pas bilan. Parce que c'est simple, hein, vous avez par exemple dans votre petit, j'allais dire maquis, hein, si vous pouvez utiliser le terme, peut-être une bouteille de gaz qui est là-bas. Le jour où ça disparaît, vous savez qu'il y a un élément d'actif qui a disparu. Donc vous savez très bien ce qu'il y a, même si ce n'est pas écrit sur le papier, vous pouvez citer ce que vous possédez. La preuve, même quand vous demandez un appui, près de toutes les structures, on va vous demander qu'est-ce que vous possédez. Voilà. Donc, dans tout ça, il faut citer les différents éléments. Bon, j'ai un congélateur, j'ai un réchaud, etc. Mais c'est des éléments de bilan que vous faites. On peut, à partir des éléments que vous citez, reconstituer pour savoir ce qui vous appartient ou pas. Dans à côté de ce que vous allez citer, on va vous dire, est-ce que vous devez quelque part? Est-ce que vous n'êtes pas encore... Parce que souvent même, on va vous donner un document pour faire le tour des institutions financières et vérifier si vous n'êtes pas engagé quelque part. Si vous-même vous dites que ce que vous possédez est inférieur à ce que vous devez, ça ne sera pas facile de convaincre quelqu'un. Ça veut dire que vous démarrez déjà avec un passif important. Très important d'ailleurs. Voilà, donc, et comme on le disait dès le début, même les petites structures
il peut ne pas noter sur le mail, il a déjà une idée. Et c'est important quand même, parce qu'on a connu des situations ici de saccage, de vandales, où on a demandé maintenant aux petits opérateurs, vous avez perdu combien? Entre deux évaluations, on va me dire que non, ça fait 200 000, l'autre va dire ça fait 3 millions. On n'a aucune base réelle. Alors que si on se donnait la peine, je pense que dans chaque famille, quand les activités atteignent un certain niveau, c'est peut-être bien de se faire aider pour recenser. Voilà. Il y en a qui achètent beaucoup pour leur magasin, mais si on leur demande à l'instant T, mais ton magasin, la valeur, c'est combien? Ils ne peuvent pas vous le dire. Tout ça, parce qu'ils ne font pas d'inventaire, encore moins de bilan, ce qui n'est pas intéressant. Voilà. D'accord. Merci à vous donc, Monsieur Bazier, pour justement avoir développé cette thématique, comprendre le bilan simplifié de son entreprise. Merci. Il faut rappeler que Monsieur Mathias Bazier est économiste, gestionnaire, consultant expert en technique de gestion. Voilà, c'est avec lui que prend fin l'émission de ce matin, ce mercredi 27 juin 2018. Et puis, nous, on vous dit merci pour être resté en notre compagnie tout au long de ces moments. On vous donne rendez-vous demain. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, sur notre plateau, il était question du rôle du juge dans la société avec Monsieur Bienvenu Claude Bado. Et également, nous avons parlé du véhicule automobile avec Monsieur Moumouni Zungrana de l'ASER, l'Association pour la promotion de la sécurité routière. Et nous terminions avec Monsieur Mathias Bazier. Et puis, demain, donc, on se donne rendez-vous à 6 heures pour une autre aventure. Trop de louanges amène le chat à se prendre pour un lion. C'est le proverbe du jour à méditer tout au long de cette journée. Et puis, réveillez-vous chaque matin avec la ferme conviction que quelque chose de merveilleux se produira pour vous. Et cette chose se produira certainement si vous y croyez. Au revoir et à bientôt.